Le mot ethnique n'est pas un mot, c'est pas un blasphème, là. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes qui sont relativement homogènes arrivent dans un espace donné à une époque de l'histoire. C'est pas un sacrilège, là. C'est-à-dire que ce qui est naïf dans une démarche nationaliste, c'est de penser que d'autres personnes que nous vont s'embarquer dans un projet aussi difficile que celui de la survie de 2% de parlants français en Amérique. Ça, c'est proprement naïf de s'imaginer que des gens qui n'appartiennent pas, j'allais dire, à notre groupe initial vont être aussi convaincus que nous, vont s'embarquer, vont dire c'est fantastique cette exception linguistique en Amérique du Nord, ce boat people linguistique doit littéralement continuer et donc il n'est pas menacé, on doit plutôt raffiner là, les questions de néolibéralisme. Non, le problème, c'est que dans le fond, est-ce que le Québec s'aime assez pour vouloir continuer de transmettre ce qu'il a été et ce qu'il pourra être? Je tourne le moulin à prière des tourniquets de métro. J'enseigne le bouddhisme à des âmes errantes, des oiseaux déroutés, fragments de familles éclatées, accrochés à leurs 2 noms de famille. Les saisons passent indistinctes dans mon agenda de dérision. J'enseigne sous la terre des morts vivants, dans le columbarium des savoirs obsolètes, chienlit des merci, moyenne factice, diplôme de pacotille. Plus tard, je veux devenir écrivain québécois avec un nom néo-québécois, être fier de ma petite misère du plateau avec un bicycle à pédale dans la neige, recevoir de l'université un certificat en brochage de pancarte, en occupation des locaux, en pétition électronique, en suicide assisté. Dès que j'entends le mot comité, je présente mon siège. L'îlot voyageur se remplit d'indignés venus manger gratis à la collation des grades directeurs. Donc, je vous le présente tout de suite. C'est l'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors d'histoire de Christian Saint-Germain. Je vais vous présenter le personnage avant. Christian Saint-Germain, c'est mon professeur à l'UQAM. Moi, j'étudie en philosophie. Lui aussi, c'est un prof de philosophie qui est très apprécié de ses élèves. C'est quelqu'un qui vient d'une origine de région. C'est un paysan, là, pour le dire court et clairement. C'est quelqu'un qui n'a pas étudié en philosophie. Par contre, il y a 2 doctorats. Il faut le faire. Il y en a un en théologie. Puis, par la suite, il y a eu un doctorat en droit. Puis, il faut le dire, c'est un des seuls, malheureusement, universitaires qui s'intéresse au débat public québécois et à la cause nationale. Il n'y en a pas assez. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que souvent, les universitaires ne sont pas liés par un patron, ne sont pas liés par des conditions économiques ou politiques pour pouvoir s'exprimer librement. Donc, ils ont une grande liberté de parole, mais ils ne l'apprennent pas, malheureusement. Donc, le bluff québécois, ça commence comment? Je vais vous lire les 2 citations. Ça commence par une citation de Mao Tse-tung. « La lutte nationale est en dernière analyse une lutte de classe. » Et une autre de Pierre Vallière. « Quelques jours après la grève de la faim, au début de novembre 1966, je sentis le besoin irrésistible d'écrire « Nègre blanc d'Amérique ». Le titre me vint spontanément à l'esprit et en anglais. « White Niggers of America ». Pour écrire, je n'avais que d'autre solution que ma volonté, d'autre force que le désir très vif d'être un jour un homme libre dans un pays libre. Et donc, on voit tout de suite ici qu'il y a 2 axes principaux dans le livre de Christian Saint-Germain. Il y en a une, c'est en lien avec la lutte nationale et le fait que la lutte nationale, ça s'adresse surtout au peuple. Et qui dit peuple, dit prolétaire, dit ouvrier, dit la base de ce peuple-là. Pas la question de s'arrêter de se battre, bien au contraire. C'est de se battre autrement, avec d'autres armes, en ralliant d'autres mondes que, j'allais dire, la classe moyenne. Il faut retourner aux bases de l'indépendantisme. C'est-à-dire, dans mon livre, je rigole parce que je dis le PQ a remplacé Régis Chartrand par Michel Clerc. Donc, c'est-à-dire, on a changé de ton à un moment donné. On était en rupture. Il faut s'adresser pas aux couches de la classe moyenne. Il faut s'adresser aux pauvres, aux gens les plus démunis. C'est avec ça qu'on a de la force, pas avec des constitutionnalistes, pas avec des fonctionnaires, c'est pas avec l'amicale des retraités de la Régie du logement. C'est avec essentiellement une force vive qui cesse de chercher la respectabilité, puis qui cherche à tout prix à plaire, à dire on va devenir riche. Puis non, on ne sait pas que le combat doit continuer. Ensuite de ça,
ce qui est ironique, c'est qu'un gars comme Pierre Vallière, qui n'est pas quelqu'un qui hésite là, pour la cause nationale, il reste quand même quelqu'un de colonisé à l'intérieur de lui-même. Ça reste quand même quelqu'un qui pense son titre de son livre, son œuvre majeure, en anglais avant que ça soit en français. Il est quand même brimé, il est quand même pris dans le colonialisme. Et c'est ça qui va essayer de nous faire comprendre Christian Saint-Germain. Premièrement, l'avenir du bluff québécois, c'est le fait que le projet indépendantiste au Québec a été usurpé par une classe bourgeoise qui était fondamentalement inapte à amener le projet d'indépendance. C'était une élite intégrée au modèle colonial. Il nous parle de Parizeau et de Lucien Bouchard, qui sont à peu près les deux archétypes, les deux avatars de ce problème-là. D'ailleurs, il y a une belle expression pour ça. Il nous dit que c'est le rat des villes et le rat des champs qui se rejoignent. Donc, pour Parizeau, il ne va pas de main morte. Il l'appelle le vice-consul des Indes britanniques. C'est quelqu'un qui voulait se faire plus anglais que les Anglais, qui réussissait, qui a étudié en Angleterre, qui a ses diplômes, tout ça. Puis, le problème avec Parizeau, c'est quand on a perdu le référendum de 1995, ben, il a abandonné, puis il est retourné dans ses terres, faire de la vigne, puis c'est ça. Petite précision. Je t'entends penser haut. Oui, non, mais fort. petite précision. Jacques Parizeau a dit qu'il allait démissionner si le référendum était perdant. Donc, dire qu'il a abandonné, c'est un petit raccourci, non, mais, à mon sens. Il s'était engagé à quelque chose, c'était un homme de parole et il l'a fait. Oui, mais c'est ça, mais c'est justement la naïveté, c'est de croire qu'on pourrait avoir un référendum par vote démocratique, sans violence, sans résistance. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une excellente probité. C'est une confiance aveugle que Parizeau avait. Regarde, tu l'as souligné toi-même, quand on a perdu le référendum, est-ce que le fédéral nous a donné des compensations comme il l'avait promis? Non, pas du tout. Ils se sont dit, ça, c'est une note d'aubergiste. Laissez faire ça. Là. Non, mais tu confonds deux choses puis deux contextes. Là. Non, mais je ne veux pas t'interrompre. Je sais que tu as ta présentation, mais bon. D'un côté, on avait des gens qui étaient décidés et prêts à faire en sorte que le Québec ne soit jamais indépendant. Et de l'autre côté, on avait des gens qui espéraient encore que le modèle colonial pourrait leur advenir un renouveau. Moi, je vais juste reprendre la pensée de Falardeau là-dessus. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est de Pierre Vallière, quand Pierre Vallière va faire son enquête sur les Felkis, il se rend compte que ces gars-là ne savent même pas pourquoi, ne savent même pas la lutte des patriotes, c'est quoi les causes qui ont mené à ça. Ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas aussi d'idées révolutionnaires, ils n'ont pas lu Frantz Fanon, ils ne savent pas, mais par exemple, ils ont été capables d'agir. Donc, ça en dit gros quand même sur le problème de l'histoire, de se reconnecter à quelque chose d'organique. Et c'est ça le deuxième aspect, c'est la méconnaissance de la lutte de la décolonisation. Si on ne comprend pas, si on ne connaît pas les Aimé Césaire, les Frantz Fanon, même les Robespierre, ou voir les grands stratèges politiques comme Machiavel, Hobbes ou Bismarck, bien, on n'est pas capable d'être en mesure de comprendre qu'est-ce que l'ennemi, les moyens de l'ennemi, les stratégies, les techniques pour advenir. Ça ne se fait pas par des vœux pieux ou par de la violence aveugle. Donc, on a d'un côté une confiance aveugle puis une probité. C'est vrai, Parizeau était très, très intègre, c'était quelqu'un qui s'exprimait bien, qui s'habillait bien, mais il n'y avait pas... je veux dire... En gros, tu dis qu'il aurait peut-être dû laisser tomber le côté, finalement, être davantage machiavélique, laisser tomber l'honnêteté, puis mettre la lutte, les intérêts de la lutte avant tout. Ben, est-ce qu'il a vraiment mis sa peau sur la table? C'est ça que tu es en train de te demander. Ben, le problème, c'est que c'est ça, il y a une confiance aveugle, il se dit, OK, je mets tout, all-in. Puis après ça, il perd, qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche, il retourne dans ses terres, il dit, j'étais le politicien le plus insulté du Québec. Puis c'est ce que Christian Saint-Germain nous rapporte. Il dit, OK, on n'avait pas devant nous un Nelson Mandela. Mais... Juste pour reprendre, c'est ça le problème, c'est que ces gens-là ont tellement des gants blancs, une attitude bourgeoise, qui ne sont pas capables de comprendre que ça prend, une police secrète, ça prend une caisse noire, ça prend une milice, ça prend une notion de violence. Il faut être prêt à salir les mains. Exactement. On ne peut pas briser un pays du G7 avec une tradition coloniale anglaise, qui est sûrement le pays, l'empire qui a dominé le monde à une certaine époque, sans pouvoir avoir les moyens de ses ambitions. Et d'ailleurs, c'est ça la mentalité du colonisé qu'il décrit, Christian Saint-Germain, par Frantz Fanon. C'est que
l'élite nationale ne va jamais vouloir aller jusqu'au bout parce qu'en le fond, elle profite de ces privilèges-là. Et c'est ça le bluff, c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir du bluff québécois, c'est le PQ qui, le cheval, il est écrit avance dessus, mais il recule, pour prendre de ses expressions. Il va nulle part. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a vu que la Révolution tranquille a amené tout un dispositif d'institutions, que ce soit l'assurance-vie, que ce soit la caisse de dépôt, mais ça a été une compensation. La Révolution tranquille a tué le projet indépendantiste parce que c'est devenu notre seule patrie, notre seul intérêt. C'est rendu de savoir, OK, est-ce que ça va coûter plus cher faire l'indépendance ou est-ce que ça va coûter moins cher si on reste dans le Canada? On ne fait pas une révolution, on ne brise pas un pays, on ne crée pas une nation avec une police d'assurance-vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que maintenant, avec la Révolution tranquille, on dit aux Québécois, regardez, vous êtes le citoyen, vous êtes au milieu du système, alors que c'est faux. Et on a des témoignages dans la pièce, on pourrait vous en parler longtemps. C'est la même chose pour les étudiants. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un modèle qui a permis au Québec Inc. de s'émanciper, autant qu'il a utilisé la Révolution tranquille pour pouvoir s'enrichir et avoir des institutions, une place dans la société. Autant aujourd'hui, il s'en fout de plus en plus, puis on tombe dans une logique de mondialisation. Puis ça coïncide en ce moment, justement, avec la perte de vitesse, la perte d'énergie, la perte de sens du projet indépendantiste. Donc, juste pour revenir sur Lucien Bouchard, c'est quand même drôle qu'au Québec, on ait des politiciens qui disent qu'ils n'ont jamais voulu faire de politique de leur vie. C'est ça que Lucien Bouchard disait. D'ailleurs, c'est quand même étrange, c'est que notre élite, un de nos leaders pour l'indépendance, c'était un gars qui était allé travailler avec Mulroney, puis après ça, il s'est chicané avec parce qu'il n'était pas capable de s'entendre, tout ça, puis il était offusqué. Il a démissionné du gouvernement Mulroney. Après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il revient ici, là, il revient dans le décor avec Parizeau. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, Parizeau abandonne parce que là, il est offusqué. Comme dirait Christian Saint-Germain, c'est une crise d'enfants, dans des enfantillages. Comment est-ce que tu peux... Ça fait 400 ans qu'on est une nation, on attend la libération, puis qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'offusques, puis tu dis, ben là, c'est vrai, j'ai promis que j'allais me retirer si j'allais perdre le référendum. Pour des raisons stratégiques, on l'aura compris, le fait d'avoir laissé à Bouchard le soin de mener la barque et puis dire à la veille de sa mort qu'il était encore éberlué d'avoir laissé à Bouchard le choix, la place, ça dénote ce que j'ai appelé une sorte de surdétermination, le malin génie du colonialisme. C'est-à-dire que les plus colonisés sont ceux vraisemblablement qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont, même au plus haut niveau. Et donc, c'est ça qui est difficile dans l'histoire d'un peuple, c'est de faire sortir... Pour vous, Jacques Parizeau représente la figure du colonisé aussi dans notre histoire. C'est-à-dire, oui, au sens où c'est une caricature du vice-consul des Indes britanniques, là, c'est-à-dire parlant mieux anglais que les Anglais, s'affirmant à chaque fois comme un bourgeois étant fier de le dire. Enfin, pour moi, ça a toujours été de très mauvais augure, ça. Nous, on regardait ça avec admiration, mais en fait, ça m'a toujours agacé au plus haut point, cette affaire-là. Et le fait de faire des choix, enfin, j'ai relevé dans mon livre quelques choix difficiles qu'il a pris dans l'histoire de sa carrière. Ça m'a toujours semblé être des signes là, avant-coureurs de la catastrophe nationale. La catastrophe, mais avec, j'allais dire, ce qu'on aime des Québécois, c'est-à-dire des bons perdants qui se retirent dans leur terre, évidemment, et donc ça tourne à rien, et c'est ça qui est dramatique. C'est le tragique, la décision là, qui ne nous est pas encore parvenue. En fait, on n'a pas pensé ce qui s'est passé en 95, on n'en a pas tiré toutes les conséquences. C'est pas une vision à long terme. Bon, fait que tout le monde en prend un peu pour son grain là-dedans. Puis, je voudrais revenir au lien organique. La technocratie du modèle québécois d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que les gens sont plus capables d'avoir un esprit critique. Si aujourd'hui on critique les médecins, oubliez ça, on va dire ils vont partir aux États-Unis, ils vont partir au Canada. Donc on est pris en otage un peu par cet État-là qui se dit qu'il est là pour notre bien, alors que c'est faux. Comme je l'ai dit, on n'est pas au centre. Le client, le patient, l'étudiant n'est pas au centre du système. C'est tout à fait l'inverse. Et ce système-là est en train de s'écrouler. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on a un premier ministre qui est médecin.
c'est le lobby qui est à la tête du pouvoir en ce moment. C'est nos nouveaux curés. C'est notre santé physique, notre santé biologique a remplacé notre santé spirituelle dans un certain sens. Et ces gens-là nous prennent en otage parce que on ne pourrait même pas penser demain à faire payer les gens pour l'assurance vie ou essayer de reformer le modèle. À chaque fois qu'on essaie de faire des réformes, c'est comme tuer une vache sacrée, là, comme dirait Christian Saint-Germain. Donc, pour ça, le PQ n'est pas capable de devenir une vraie alternative parce que lui aussi fait partie de cette logique-là. On a eu la loi sur les mesures des fins de vie, mourir dans la dignité, c'est comme ça qu'il appelle. Et il trouve ça ironique qu'un Christian Saint-Germain va dire « c'est fantastique ». Maintenant, le citoyen est pris de la CPE jusqu'au CHSLD. Puis, en plus de ça, étant donné que ce n'est pas le patient qui est au cœur du système médical ou du modèle québécois, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre fin à ses jours. Il faut aussi comprendre que c'est certain qu'il y a des gens qui mourraient dans la dignité, des gens qui souffrent, qui ne sont pas bien dans leur corps, et que cette mesure-là peut être utile. Mais quand on regarde aujourd'hui comment sont faites nos lois, comment on applique notre justice, les lois ne sont pas faites pour être éternelles, elles sont là pour être des circonstances politiques. On utilise la loi pas dans... Pour aménager le marché. Là. Ben, exactement. On essaie de faire de plus en plus de contrôle et ça participe à une vision bureaucratique de la société. Le dernier axe rejoint les deux premiers. On a parlé de la mentalité du colonisé et aussi de la lutte des classes, la lutte sociale. Christian Saint-Germain va essayer de nous proposer une vision à partir de Lionel Groulx. Pour Lionel Groulx, la lutte nationale, ça ne peut pas se faire avec, comme je vous l'ai dit, une police d'assurance vie. Là. Ça se fait avec du surnaturel, ça se fait avec un ancrage historique, ça prend du prestige, ça prend de la dignité, ça prend des valeurs humaines. Puisque la liberté chez nous ne fut pas un don mais une conquête, finissons-en une bonne fois pour toutes avec cette imposture historique d'une Angleterre libérale et maternelle qui nous aurait traités en enfants gâtés de son empire. Le jour où par notre folle complicité nous aurions laissé s'accréditer parmi nous cette stupide légende, nous devrions à la loyauté d'aller jeter à bas de leur piédestal les statues de nos plus grands hommes, et ce serait l'effondrement de toute notre histoire. S'il y a une vérité que l'histoire m'a apprise, c'est que l'existence d'une nation est affaire de la providence sans doute, mais dans la grande mesure affaire de volonté. Pour une nation d'hommes résolus, il n'y a pratiquement point de faits inévitables. Un peuple bâtit son histoire comme un homme bâtit sa vie. Les peuples forts, les peuples de caractère sont les peuples qui ont eu à lutter pour vivre. Et ces choses-là, c'est pas des chiffres, c'est pas des calculs bureaucratiques. C'est pas des ressources humaines, par exemple. Et si on s'adresse pas, si on garde la langue de bois, si on reste figé dans cette espèce de jeu-là OK, il faut travailler l'État québécois, mais on perd l'organicité, la personnalité du peuple, à quoi ça sert de faire un peuple? C'est souvent, moi, j'étais là pour la marche des patriotes. Oui, on est pour la liberté des peuples, mais on n'est pas capable de comprendre pourquoi nous, on veut être notre propre indépendance. Soit on le fait, on dit « Ah, mais regardez, il y a des gens qui viennent d'autres pays, puis eux aussi, ils veulent leur libération. » Mais oui, on comprend qu'il y a d'autres peuples qui veulent se libérer, mais pourquoi nous, on devrait le faire? On n'arrive pas à trouver notre propre légitimité par nous-mêmes. On a absolument besoin de se référer à d'autres mouvements pour se donner une légitimité. C'est comme si par nous-mêmes, en tant que tel, on n'arrive pas à exister par nous-mêmes, on n'arrive pas à rêver par nous-mêmes, à avancer par nous-mêmes. Donc, autant on a peur de la violence, de prendre tous les moyens qui sont nécessaires pour abattre cet obstacle-là, et autant, d'un autre côté, on a une esthétique de l'émancipation du peuple qui ressemble à du Canal-Vie. C'est n'importe quoi. Du nationalisme inclusif ou du Télé-Québec. Là, je vais vous sortir un exemple. C'est bon, c'est justement sur la loi 101. Une autre mesure qui cache, dans le fond, la faiblesse du peuple québécois dans son 2% de francophones dans l'océan anglophone qui nous entoure avec les États-Unis et le Canada anglais. Donc, le renforcement de la loi 101 ne fut jamais soutenu
pas plus que la réelle volonté de faire connaître l'histoire du Québec à ses citoyens. Le PQ chercha dans tous les tapis disponibles toutes les fleurs pour s'y prendre les pieds. Même ce qui devait être la loi 1 lors du premier mandat de Camille Lorrain devait la loi 101 par impéritie parlementaire. Ce lapsus autour de la possibilité d'une loi du salut national fut vite oublié. Même l'actuelle réanglicisation de Montréal est écartée comme problème réglé par l'existence de nouvelles générations d'immigrants, les soi-disant enfants de la loi 101. Le débat a toujours fait rage au sein du PQ sur la réceptivité des nouveaux arrivants, à la fabulation nationaliste. Avec quel degré d'hypocrisie devrait-on traiter la question gênante du nationalisme inclusif? Jusqu'à où peut s'en faire à croire en pensant qu'un Grec de l'avenue du Parc ou un Tamoul de Parc Extension ou encore un Jamaïcain de Notre-Dame-de-Grâce puisse avoir quelque appétit pour un projet économiquement déstabilisateur mettant aux prises une exception linguistique complexe et ses voisins immédiats en Amérique du Nord? L'autoculpabilisation, ça marche au Québec. C'est dit. Le problème avec Christian Saint-Germain, c'est qu'il va faire une grande critique, c'est un livre de colère. Il y a quelques indications, comme je vous ai dit, retrouver la part du surnaturel, retrouver le sens du projet, en quelque sorte. Surnaturel, ça fait un peu sectaire, mais encore là, connaissant Christian Saint-Germain, il n'est pas anti-sectaire, parce qu'on sait tous que c'est un petit groupe qui va pouvoir influencer une majorité, et ça prend toujours des individus qui soient très décidés. Le problème, c'est justement qu'on est avec un gros vaisseau sclérosé comme le PQ, qui n'est plus capable de trouver de sens, qui est trop empêtré dans ses intérêts et qui n'est pas capable de distinguer ce qui est de l'essentiel du facultatif, sans parler des carriéristes. Donc, je crois que les grandes questions qu'on peut se poser après la lecture de l'avenir du bluff québécois, c'est la violence et l'esthétique qu'on va avoir. La question de la violence, elle est partout. Un policier, il y a un gun, il y a une autorité, il y a une violence. C'est pas parce qu'il nous protège qu'il n'est pas violent. Il faut analyser la violence comme un moyen, une force qui est toujours présente dans la société. La société est très, très, très violente, super violente. Juste pour organiser des groupes, il faut mettre des idéologies, il faut faire de la censure, il faut être capable de serrer les coudes, il faut être capable de sublimer ses passions, etc., etc. Ensuite de ça, l'esthétique, c'est sûr qu'on ne fera pas une révolution, on ne s'émancipera pas d'un pays comme le Canada avec une esthétique de Télé-Québec puis Canal Vie ou qu'on va faire un barbecue la fin de semaine. C'est pas comme ça qu'on est capable de motiver les gens, de les rendre déterminés à vouloir s'émanciper. Ensuite de ça, une autre piste de réflexion qu'on pourrait avoir, et je vous invite aussi à nous poser des questions par après, on va en discuter. Savoir s'adresser aux classes inférieures, aux prolétaires, c'est la base. Si on n'a pas ces gens-là, si on n'est pas capable d'avoir les travailleurs, puis on s'adresse que aux classes moyennes ou à une certaine bourgeoisie, ces gens-là sont par nature frileux parce qu'ils ont trop d'avantages. Ils sont parvenus, ils profitent du système. Il faut s'adresser aux marginaux, aux gens qui ne profitent pas de ce système-là. Et ensuite, une troisième des dernières pistes, il faudrait être capable d'avoir un renouvellement des fondements du discours indépendantiste à l'heure de la mondialisation. On le voit aujourd'hui avec le Québec Inc. Nos grandes entreprises sont vendues à l'international. Pourtant, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, les gens disaient « Ah, bien, c'est sûr, c'est grâce à la Révolution tranquille, aux institutions, la Caisse de dépôt, que j'ai pu avoir mon entreprise. » Même Guy Laliberté le disait, ça ne lui a pas empêché de vendre le Cirque du Soleil. Donc, on voit des exemples dans les dernières années, c'est flagrant. On perd notre Québec Inc., puis je finirai là-dessus. Il faut renouveler le discours à l'heure de la mondialisation. C'est important. Et ça comprend autant la notion identitaire, la notion économique et aussi la réalité spirituelle, parce que le colonisé l'est aussi. C'est intérieur. Dans nos manières de s'exprimer, dans nos rapports aux autres, nous sommes colonisés. Et il faut essayer de combattre ça autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je finirai là-dessus. Merci.